Lors de la lecture du testament, mon père m'a arraché un chèque des mains. 99 millions d'euros. La fortune de ma grand-mère sur une fine feuille de papier. Il l'a brandi comme une sentence, les yeux brillants de fureur. La voix de ma mère a traversé la pièce, tranchante comme du verre brisé. Voilà ce que tu gagnes à nous abandonner, Chloé. Le briquet a cliqueté, un minuscule coup de feu dans le silence poli. Les flammes ont rampé sur mon avenir. L'encre cloquait, les bords noircissaient et s'enroulaient. Tout le monde me regardait, attendant des larmes, implorant une forme d'effondrement. Je n'ai pas crié, je n'ai pas bondi, je n'ai même pas scié. J'ai juste souri, parce qu'il brûlait la mauvaise vie. Ce qu'il réduisait en cendres n'avait jamais été vraiment à moi pour que je puisse le perdre. Avant de continuer, dites-moi votre ville ou votre région. Et partagez un petit détail sur votre environnement, canapé, cuisine, chambre d'hôpital. Les liens du passé lisent chaque commentaire. Même si vous regardez ceci seul tard dans la nuit, sachez que j'ai appris le silence bien avant d'apprendre la sécurité. Chez nous, le calme signifiait danger, pas paix. Papa hurlait sur tout ce qui bougeait. Maman punissait avec des yeux froids et une indifférence glaciale. Jacob recevait les louanges. Moi, je recevais les responsabilités. À 12 ans, je portais des corvées qu'il ne touchait jamais. À 14 ans, je portais des blâmes qu'il n'avait jamais mérités. À 16 ans, j'ai cessé d'espérer la justice. Puis vint la nuit de l'hôpital. Papa avait été admis d'urgence. J'y ai couru seul. La cafétéria sentait le café brûlé et le désinfectant. Maman ne m'a pas accueilli. Elle n'a même pas levé la tête. « Tu es en retard », dit-elle platement. Pas de câlin. Pas de merci. Juste du jugement. Jacob n'était pas là, mais elle le défendait quand même. « Il est occupé », chuchota-t-elle. Je me suis assise seule sous les néons grésillants, un plateau en plastique, une table silencieuse, un sentiment de vide se propageant en moi. C'était la première fois que je me posais la question, qui remarquerait si je disparaissais? Nos disputes ont empiré après cela. Les accusations s'empilaient comme des factures impayées. Tu es égoïste. Tu es ingrate. Tu nous dois tout. Il ne voyait pas le poids que je portais. Seulement ce qu'il pouvait prendre. Le jour où je suis partie, maman a crié après moi. Tu trahis cette famille. Mais je ne trahissais personne. Je me choisissais moi-même. Grand-mère Éléonore m'a trouvée 2 jours plus tard. Parfum de cèdre, mains chaudes, yeux clairs qui me voyaient enfin. Elle n'a pas demandé pourquoi j'étais partie. Elle le savait déjà. Elle m'a tendu du thé. Une vraie chaleur. Une vraie attention. Puis elle a prononcé la phrase qui m'a changé. La paix sans le respect n'est qu'une autre prison. Après cela, elle m'a tout appris. Les documents, les limites, comment se tenir debout sans crier. Comment survivre sans mendier. Ces leçons sont devenues mon armure. Le jour où je suis partie, ils ont appelé cela une trahison. Moi, j'ai appelé cela respirer. 2 mois avant la mort de grand-mère, elle m'a fait venir. Sa voix était plus douce alors, mais ses yeux étaient immobiles. Elle a pressé une enveloppe scellée dans mes mains. Papier lourd, cire rouge, l'écusson des quartiers profondément ancré dans le seau. Puis elle m'a donné une petite clé en laiton, le mot trillium gravé sur le côté. Ils brûleront ce qu'ils peuvent voir, chuchota-t-elle. Alors je vais leur donner quelque chose à brûler. Je n'ai pas compris sur le moment, mais j'ai hoché la tête parce que sa voix ne tremblait jamais à moins que la vérité ne soit proche. Après la lecture du testament, après les flammes, je suis allée exactement là où elle m'avait appris à aller. La banque privée Langford se dressait comme une forteresse. Briques rouges, portail en fer, lierre rampant le long de la pierre. À l'intérieur, l'air sentait le cèdre et l'encre. Mes talons s'enfonçaient dans l'épaisse moquette. Le silence se pressait autour de moi. Mademoiselle Cartier, dit doucement le clerc. Vous êtes là pour le coffre 12. Monsieur Adam attendait près de l'ascenseur, son confident le plus fiable. Cheveux argentés, respiration mesurée. Éléonore a préparé ceci pour vous, murmura-t-il, bien avant de nous quitter. L'ascenseur a gémi en descendant. Des murs de métal bourdonnant de secrets. Dans la chambre forte, l'air froid a embrassé mon visage. Des rangées de tiroirs en acier bordaient la pièce, silencieux, sans scier, observant. Monsieur Adam a placé la clé en laiton dans ma paume. Trillium, dit-il. Elle a dit que vous auriez besoin de ce mot plus que de l'air. La serrure a tourné sans résistance. Le coffre 12 a glissé vers l'extérieur avec un lourd soupir. À l'intérieur reposaient 3 choses. Une enveloppe ignifugée,
une petite bourse en velours, un dossier épais attaché avec un ruban cramoisi. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. La cire a craqué. Le papier s'est déplié. Le vrai chèque était à l'intérieur. 199 millions d'euros. Sa signature s'arquait au bas de la page. Audacieuse, certaine, inébranlable. Mais sa lettre importait plus. Chloé, ils brûleront le faux cadeau. Laisse-les faire. Ton avenir est déjà hors de leur portée. Ma gorge s'est serrée. J'ai ouvert la bourse en velours ensuite. Une clé USB a glissé dans ma main. Métal froid, vérité froide. Dans une cabine privée, l'écran s'est allumé en scintillant. Elle était là, grand-mère Éléonore, assise dans son vieux bureau, des livres derrière elle, une lampe bourdonnant doucement. « Si tu regardes ceci, dit-elle, c'est qu'ils t'ont déjà montré qui ils sont. » Sa voix était fatiguée, mais sa certitude remplissait la pièce. « Ce n'est pas une question d'argent, Chloé. C'est une question de contrôle, de protection et de survie. » J'ai pressé une main sur ma bouche. Les larmes ne tombaient pas. Elles restaient juste là, tremblantes. « Souris quand le feu monte, » chuchota-t-elle. « Ce sera ta victoire. » Et soudain, j'ai tout compris. Je suis sortie de cette chambre forte avec plus que de l'argent. Je suis sortie avec un moyen de pression. Si c'était votre famille, que feriez-vous? Tapez 1 pour rester silencieux et les laisser croire qu'ils ont gagné. Tapez 2 pour les confronter avec la vérité, même si tout explose. 2 soirs après la visite à la banque, Jacob m'attendait devant mon immeuble. Sa BMW noire tournait au ralenti dans la brume, les phares tranchant le crépuscule. Il était appuyé sur le capot, les bras croisés, essayant d'avoir l'air calme, mais sa mâchoire tressaillait. « Chloé » a-t-il appelé. « Il faut qu'on parle. » J'ai continué à marcher. Ses pas ont suivi rapidement. « Tout ça ne peut pas être à toi, dit-il. 99 millions. Tu vas te noyer dedans. » J'ai ri une fois. Un rire bas, froid. « Ce n'est donc pas la famille qui t'inquiète, dis-je. C'est ta survie. » Son sourire s'est fissuré. « Partage avec nous. Avec moi. » C'était là. La vraie raison. Le vrai Jacob. Je me suis approché. Assez près pour voir sa main trembler. « Tu penses que je suis seule? » chuchotai-je. Il a cligné des yeux fortement. « Qu'est-ce que ça veut dire? » Ça veut dire que grand-mère te voyait clairement. Elle a prévu tout ça. Elle a prévu ton comportement. La couleur a quitté son visage. « Une preuve de quoi? » chuchota-t-il. « Que tu me trahirais, dis-je. Et te voilà. Pile à l'heure. » Il a avalé sa salive rapidement. Papa m'a poussé. Maman aussi. Je n'avais pas le choix. J'ai soutenu son regard. Tranchant, impitoyable. Tu avais le choix, Jacob. Tu as simplement choisi le confort. Pour une fois, il n'avait pas de réplique. Je me suis détournée. Il a crié après moi, la voix se brisant. Si tu les pousses à bout, ils te détruiront. J'ai ouvert la porte. Qu'ils essaient, ai-je dit. Puis je l'ai laissé avec sa peur. Le palais de justice sentait le bois ciré et la vieille poussière. Mes talons claquaient au-dessus de mes battements de cœur. À mes côtés, maître Sylvie Morel marchait comme un tonnerre silencieux. À l'intérieur, mes parents étaient assis, rigides, à une table. Le blazer de papa était froissé. Les perles de maman brillaient comme une armure. Jacob était assis derrière eux, tapant du pied sans fin. Ils ne m'ont pas regardé, mais leur règne irradiait. Le juge Vernier est entré. Le marteau a frappé une fois. Nous sommes ici concernant la succession d'Éléonore Cartier. L'avocat de mes parents s'est levé le premier. Jeune, arrogant, souriant trop largement. Le testament légitime le plus récent favorise mes clients, a-t-il déclaré. Tout le reste est fabriqué. Maître Morel s'est levé lentement. Calme comme l'hiver. Monsieur le Président, dit-elle. Nous soumettons un testament révisé et exécuté 5 mois plus tard. Des halètements ont parcouru la salle. Papa a frappé la table. Mensonge, hurla-t-il. Silence, aboya le juge. Maître Morel a tapoté une tablette. L'écran du tribunal s'est allumé. Grand-mère est apparue, fragile dans son lit de soins palliatifs, mais la voix ferme. Si vous regardez ceci, dit-elle, c'est qu'ils m'ont mis la pression pour un testament que j'ai rejeté. Ma véritable héritière est Chloé Cartier. Tout le monde s'est figé. Maman a laissé échapper un hoquet étranglé. Jacob a plongé sa tête dans ses mains. Maître Morel a continué. Nous soumettons également des courriels montrant la coercition, ainsi que le témoignage de Monsieur Adam, qui a sécurisé le trust selon les instructions d'Éléonore.
Le juge Vernier a étudié mes parents. J'ai regardé leur visage s'effondrer. Je confirme mademoiselle Cartier comme l'héritière légitime, a-t-il statué. De plus, vos avoirs sont gelés en attendant l'enquête. Papa s'est levé brusquement. Ce n'est pas fini. Asseyez-vous, Robert. Claqua le juge. Le marteau a frappé à nouveau. Un coup de tonnerre final. Pour la première fois, je me tenais plus grande que leur rage. Pour la première fois, leur pouvoir semblait aussi fragile que du papier brûlé. Les marches du palais de justice semblaient plus nettes sous mes talons. Les journalistes ont afflué instantanément. Les micros se sont levés comme des lances. Chloé, avez-vous une déclaration? Avez-vous manipulé votre grand-mère? Vos parents mentent-ils? Je me suis arrêtée sur la dernière marche. La lumière du soleil flashait sur les objectifs des caméras. Mon reflet tremblait dans chaque écran. J'ai pris une lente inspiration. La voix de grand-mère s'est installée en moi. Puis j'ai parlé, calme, précise, chirurgicale. Ils ont déjà tout dit, ai-je chuchoté. Quand ils ont mis le feu au seul amour qui me voyait vraiment. Un silence a coupé le chaos. Les stylos se sont figés en l'air. Quelqu'un a baissé sa caméra. Quelqu'un d'autre a dégluti difficilement. Je me suis détournée avant qu'ils ne se reprennent. Je ne leur devais rien de plus. La vérité n'avait pas besoin de décoration. Derrière moi, les portes du tribunal se sont ouvertes à la volée. Papa est sorti en tempête le premier, le téléphone à l'oreille, la voix rauque de panique. Il nous faut un autre avocat. Peu importe qui. Réglez ça maintenant. Maman suivait, les perles de travers, le mascara bavant comme de la cendre. Elle ne peut pas gagner, marmonnait-elle. Elle ne peut pas. Jacob traînait en dernier, les mains dans les poches, les yeux rivés au sol. Plus d'arrogance, plus de sourire en coin, juste le silence. Pour une fois, mon silence était plus fort que le leur. Ce soir-là, Maître Morel m'a retrouvé dans son bureau. Les fenêtres du sol au plafond dominaient la ville. Les lumières scintillaient comme 1000 pensées agitées. Elle a fait glisser un dossier vers moi. Vos prochaines étapes, dit-elle. Tout est documenté. Tout est protégé. Le pouvoir ne rugissait pas. Il cliquetait doucement sous la lumière fluorescente. Toute communication venant d'eux, ajouta Sylvie, passera par moi désormais. J'ai hoché la tête. Ma limite avait enfin des dents. Plus tard, j'ai rédigé un dernier message. Pas d'émotion, pas d'excuses, juste la vérité écrite proprement. Tout contact futur doit passer par mon conseil juridique. Aucun soutien financier ne sera fourni. Ne venez pas chez moi. Je l'ai relu 2 fois. Mes mains ne tremblaient pas. Pendant des années, ils ont exigé des explications. Pendant des années, j'ai donné le silence. Ce soir, j'ai enfin donné de la clarté. Avant d'envoyer le message, j'ai chuchoté quelque chose que seule grand-mère pouvait entendre. Je ne suis pas partie pour vous punir. Je suis partie pour vivre. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Simple, irrévocable, libérateur. Quand je suis sortie, l'air de la nuit semblait plus propre. Un vent frais a frôlé mon visage. La circulation bourdonnait comme des vagues lointaines. De l'autre côté de la rue, une famille riait autour de glaces fondantes. Doux, insouciants, intouchés par ma tempête. Je ne les enviais pas. Pour la première fois, je n'enviais personne parce que ce calme n'était pas une punition. C'était le pouvoir. Et il m'appartenait enfin. Je ne m'éloignais pas de ma famille. Je m'éloignais de la prison qu'ils appelaient amour. Cette nuit-là, mon appartement semblait différent. Pas plus grand, pas plus lumineux, juste à moi. La ville brillait contre ma fenêtre. Des carrés jaunes, des phares qui passaient, un pouls de vie silencieux. J'ai posé une tasse de thé sur mon bureau. La vapeur montait lentement, s'effaçant dans le noir. Le coffre-fort attendait dans le placard. Métal froid, serrure lourde. J'y ai tout placé. Le vrai chèque, les papiers du trust, la clé USB de grand-mère, des morceaux d'une vie qu'elle avait construite pour moi, des morceaux d'une vérité qu'ils avaient essayé de brûler. Sur l'étagère au-dessus du coffre, sa vieille écharpe était pliée. Laine douce, parfum de graines de lin, le dernier réconfort qu'elle m'ait jamais donné. Je l'ai tenu un moment, respirant la femme qui m'avait sauvée. Puis je me suis assise à mon bureau. J'ai laissé le calme s'installer autour de moi. Je l'ai laissé me choisir en retour. Pendant des années, le silence signifiait peur, punition, désapprobation, disparition. Ce soir, le silence signifiait possession, paix, un avenir intouché par leurs mains. Je n'étais plus la fille qui mendiait de l'espace.
Je n'étais plus la fille qui portait le blâme. Je n'étais plus la sœur qui se faisait toute petite pour survivre. Grand-mère Éléonore ne m'a pas seulement laissé de la richesse. Elle m'a laissé une sortie, un chemin vers l'avant, un chemin vers moi-même. Et j'ai enfin compris sa leçon. Le silence n'est pas une faiblesse. Le silence est une direction. Le silence, c'est choisir ce qui mérite votre voix. J'ai éteint la lampe. La pièce semblait douce, sûre. Ce n'était la fin de rien. C'était le début de moi. Le feu ne m'a pas effacé. Il m'a enfin permis de me voir. Si une partie de cette histoire est restée avec vous ce soir, montrez-le. Aimez. Partagez ceci avec quelqu'un qui réclame sa paix. Et abonnez-vous à Les Liens du passé pour plus d'histoires de force tranquille et de nouveaux départs.